Bonsoir, merci de nous rejoindre en direct sur Al24 News pour un nouveau numéro de Politique consacré à ce concept de plus en plus pratiqué par les puissances occidentales et celles qui détiennent le pouvoir du faire. Il s'agit tout simplement de ce qui est appelé les doctrines militaires et le culte de l'offensive, un thème que notre invité Tawfiq Hamel a abordé en long et en large dans son article de recherche consacré à la question. Il s'agira donc de voir aujourd'hui de près, de très près, les raisons pour lesquelles l'entité sioniste s'acharne tellement sur les Palestiniens dans ce qu'ils appellent les mesures punitives qui ne sont autres que l'application d'une stratégie militaire finement planifiée, élaborée contre les Palestiniens. Nous verrons également le sens de ce concept et les procédés utilisés dans sa pratique, un concept qui englobe le pouvoir de dissuasion ou les frappes fréquentes et intermittentes, un concept également utilisé dans le conflit en Ukraine par ce qui est appelé les doctrines offensives qui visent entre autres à transférer le conflit en territoire ennemi. Zoom sur les nouvelles méthodes des guerres de proxy, entre autres, le débat est lancé. Pour en parler avec nous ce soir, M. Tawfiq Hamel, docteur en histoire militaire à l'Université de Montpellier 3, Paris. Avec nous également M. Michel Manuel Pouchelet, expert en questions géostratégiques et sécuritaires. Il est avec nous depuis Paris par Skype. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, le culte de l'offensive dans la doctrine militaire, qu'est-ce que cela signifie, M. Tawfiq Hamel, pour le commun des mortels et surtout, comment ce concept prend-il de plus en plus de l'ampleur de nos jours? Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Tawfiq Hamel. Alors, il faut juste savoir que dans la stratégie, en tout cas, dans la doctrine militaire, en principe, la doctrine militaire dépend de la stratégie militaire. Et en principe, dans la stratégie militaire, est déterminée par la politique nationale. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle en Occident les relations civilo-militaires, la politique nationale est définie par les hommes politiques, par les civils, et pour les militaires, nous sommes là que pour exécuter la politique qui a été décidée par le pouvoir politique. Dans le cas de la doctrine militaire occidentale, même dans le cas d'Israël, les États-Unis et les grandes puissances occidentales, il y a ce culte de l'offensive qu'on trouve dans la doctrine militaire israélienne, qu'on trouve dans la doctrine militaire américaine, dans la doctrine militaire britannique. Alors, il y a deux types de doctrines. Soit une doctrine qui est défensive, dans ce cas, le rôle principal de l'armée est de préserver l'intégrité territoriale et les intérêts fondamentaux de l'État concerné. Et dans le cas de la doctrine militaire offensive, le plus souvent, l'objectif va au-delà de la défense nationale et vise même parfois à envisager des attaques préventives dans le but de désarmer l'adversaire. Et souvent, les États qui optent pour des doctrines offensives, le plus souvent, il y a toujours cette volonté d'expansion territoriale qu'on trouve, et il y a la volonté de dominer ses voisins comme le seul moyen d'aboutir à la sécurité. Globalement, la sécurité est défendue en termes de domination régionale ou même mondiale dans le cas des États-Unis. Oui. Alors, très bien, Monsieur Pouchelet, pensez-vous que cette doctrine, justement, s'inscrit dans ce qui est appelé aujourd'hui cette offensive ou ces mesures punitives qui sont exercées ou pratiquées depuis le début de l'année en Palestine ou, si vous voulez, par l'État sioniste sur les Palestiniens depuis le début de cette année? Écoutez, la stratégie israélienne, elle est connue depuis son existence, si vous voulez, depuis 1948. La posture israélienne est celle de défendre son territoire. Monsieur Hamel vient de le rappeler. Je rappelle que le rôle d'une armée, c'est la défense du territoire et d'assurer la souveraineté de l'État et des pouvoirs de l'État. Donc, si vous voulez, l'armée israélienne, si vous voulez, défend sa posture, défend son État. Elle réplique aux provocations, aux attaques, on va dire, palestiniennes. Je ne fais que reprendre le verbatim israélien. Et si vous voulez, elle se défend.
En plus, nous avons en Israël une armée encore particulière, puisque c'est une armée où vous avez une conscription, où le service militaire est encore obligatoire pour les jeunes Israéliens. Sans cette structure, si vous voulez, Israël ne pourrait pas défendre son territoire. Alors qu'en France, nous sommes dans une armée de dimension professionnelle depuis 1997, suite à la volonté de M. Chirac, si vous voulez, de mettre un terme à la conscription et de former, si vous voulez, uniquement des soldats professionnels qui sont déployés maintenant sur plusieurs points du globe et points chauds du globe également pour défendre les intérêts de la France. En fait, vous parliez d'opérations préventives, punitives. L'État, si vous voulez, la sécurité des États européens se trouve en dehors de ses frontières, si vous voulez. Sauf que depuis février 2022, on a de nouveau ce conflit à nos portes, c'est-à-dire en Europe, tout comme cela a été en ex-Yougoslavie au début des années 90. Donc, quelque part, une armée moderne, si vous voulez, c'est une armée qui anticipe, c'est une armée qui se renseigne, c'est une armée qui est aux ordres des politiques. Et c'est important de le rappeler. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, elle est tributaire, cette armée, pour pouvoir réaliser ses missions à l'international ou même sur le territoire national. Comme en France, nous avons la mission Sentinelle contre le risque terroriste. Elle est aux ordres des politiques. Et nous avons appris cet après-midi, M. Macron a évoqué, le président de la République française, si vous voulez, une enveloppe de 400 milliards d'euros pour le budget des armées sur la période 2024-2030. Preuve s'il en est, où à un moment on avait, on va dire, détruit un peu l'outil militaire en réduisant les effectifs. Le conflit qui est à nos portes en Ukraine, si vous voulez, rappelle qu'il faut se prémunir contre ce type de menaces, y compris en France, mais je vais dire aussi surtout à l'étranger, où nous avons des zones de plus en plus volatiles et réversibles, et la France notamment est une des premières puissances européennes engagées. Alors, les cadres d'engagement sont très précis. On parle de la représentation nationale avec le Parlement, mais aussi vous pouvez rajouter dans le cadre d'engagements très précis que sont l'ONU et l'OTAN. Oui. Alors, Monsieur Tawfiq Hamel, est-ce que vous pensez également que ce genre de stratégie, de cette doctrine, peut s'inscrire également dans ce qui est appelé aujourd'hui ces guerres de proxy, entre autres, et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire carrément transférer le conflit dans une région proche pour l'éloigner de sa zone et, bien sûr, redoubler dans l'offensive et dans la force ou l'utilisation de la force? Effectivement, en tout cas, la stratégie de guerre par procuration, guerre par procré, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui a changé selon les concepts qui sont utilisés pour décrire les mêmes tactiques, les mêmes stratégies. Évidemment, il y a des changements au niveau des armes qui sont les moyens et les armes qui sont utilisés. Mais ce type de stratégie directe ou plutôt indirecte ont toujours été utilisés à travers l'histoire. Oui. Ensuite, en ce qui concerne les stratégies, ce qu'on appelle l'escalade verticale ou horizontale, évidemment, dans certains cas, lorsqu'un conflit atteint un niveau qu'aucun des adversaires ne peut le dépasser, par contre, les adversaires ne sont pas d'accord sur une issue favorable ou consensuelle, il y a parfois des possibilités justement d'envisager des escalades horizontales. Ça veut dire que au lieu d'intensifier le conflit en Ukraine, par exemple, on peut envisager un conflit avec la Russie dans une région particulière. Si on prend le cas du fait que la Russie actuellement est engagée à travers des compagnies de sécurité en Afrique, par exemple, on peut envisager une escalade des guerres par procuration en Afrique, où la présence russe est présente. La Russie peut opter pour la même stratégie. Ou en Afrique, par exemple, où la présence militaire française existe, la Russie peut envisager justement une sorte d'escalade horizontale, justement pour atténuer la pression sur elle en Ukraine. Ce que je veux dire, c'est qu'à travers là, évidemment, là, on est toujours dans des stratégies offensives. On est dans des doctrines offensives. Après, sur la question de la guerre, sur la question des doctrines offensives, il faut se poser ensuite la question en termes d'objectifs. Et quand on regarde actuellement les résultats actuellement, on se pose la question sur l'utilité de certaines doctrines. Quand on voit actuellement ce qui est arrivé en Irak, c'est le chaos total. Dans le cas de la Libye, c'est une situation est chaotique. On se pose sincèrement des questions. Il n'y a pas vraiment, parce que globalement, pour déclarer une guerre,
quand même, c'est-à-dire quand on regarde la thèse traditionnelle de la guerre juste, il y a certains critères dont il faut tenir compte, notamment qu'une cause soit juste, de bonnes intentions, autorité légitime, perspective raisonnable de succès et de dernier recours. En plus de ça, il y a la manière dont la guerre est menée et le dernier critère, c'est la responsabilité face à ce qui arrive après l'intervention militaire. Et quand on regarde actuellement les dernières interventions militaires depuis au moins depuis la fin de la guerre froide, on trouve que ces critères n'ont pas vraiment été respectés. Et souvent, on trouve toujours cette volonté d'engager pour s'engager. Et dans le cas des États-Unis, elles se sont engagées en Irak, elles se sont désengagées en laissant l'Irak dans une situation chaotique. C'est la même chose au Libye, et il y a même pas, les États concernés n'ont même pas pris la responsabilité face à leur intervention. Justement, toujours dans le même sujet, et surtout dans le même ordre d'idées, Monsieur Manuel Pouchelet, en ce moment, je pense que ce concept est très très pratiqué par l'armée sioniste et nous entendons de plus en plus parler des mesures punitives. Alors punir qui et de quoi? Finalement, lorsqu'il y a agression, je pense qu'il faut répondre à l'agression et non pas punir toute une population par des bombardements, des arrestations et bien sûr des assassinats de sang-froid. Moi, je vais vous dire une chose. Je pense que de toute façon, la grande menace aujourd'hui, des conflits d'aujourd'hui, c'est le fait de ne plus avoir une armée conventionnelle. Et Dieu sait qu'en ce moment, la Russie nous rappelle que c'est une armée conventionnelle. Pour répondre à votre question concernant l'armée israélienne et ses opérations en Palestine, dans les territoires occupés que sont la bande de Gaza et puis la Cisjordanie, je vous ferai remarquer une chose. La Palestine n'a pas d'armée constituée. Ce sont des groupes que nous, en Europe, on considère comme terroristes ou des mouvements, un peu comme l'était Septembre Noir dans les années 70, si vous voulez. Donc l'armée israélienne répond, elle défend son territoire lorsqu'elle est agressée, ni plus ni moins. Mais c'est vrai que ça pose un problème, puisque là, on a face à, on va dire, une menace qui est diffuse. Et ce qu'on appelle l'ennemi jaune dans les cartes d'état-major, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de pouvoir répondre. L'armée israélienne défend son territoire puisque les opérations des Palestiniens sont dirigées contre les intérêts israéliens. Mais après, il y a d'autres notions diplomatiques et politiques qui s'invitent dans l'affaire. Où je rappelle que l'armée israélienne est aux ordres du Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahou, et qu'elle est obligée de répondre à ses exigences quelque part. Maintenant, soyons prudents. C'est un conflit qui dure depuis des années. En face, ce n'est pas l'armée palestinienne, mais ce sont des groupes des civils. Ce sont des civils. Ce sont des groupes qui sont bien sûr sponsorisés. On parlait de proxy avec M. Hamel. Je vous ferai remarquer que c'est une guerre qui permet aussi de s'affranchir, et là c'est beaucoup plus grave, ça permet aussi de s'affranchir du respect des conventions de Genève. Oui. Donc en clair, je traduis, on détruit des objectifs, l'histoire de prisonniers ne s'applique pas. Oui. Moi qui ai été longtemps dans les armées, plus de 16 ans et demi, je vous ferai remarquer une chose, que lorsqu'on est engagé à l'étranger et que l'on affronte, on va dire, ce genre de proxy, on le sait très bien, les conditions d'engagement du feu sont particulières. Il faut, entre guillemets, excusez-moi, mais quand j'ai commencé ma carrière, on était à deux doigts d'avoir à chaque fois le code pénal pour savoir si on pouvait engager le feu, puisqu'après, vous avez maintenant le tribunal pénal international qui juge ces affaires, et je vous ferai remarquer que pour l'ex-Yougoslavie, les procès des responsables politiques serbes, croates et bosniaques ont mis du temps, et force est de constater que, concernant Israël, il y a des condamnations, mais toujours pas de procès, si vous voulez. Oui, absolument. Justement, vous faites bien de me tendre la perche, parce que de toute façon, il semblerait que ce soit l'impunité d'Israël qui a donné des ailes, justement, à cette entité sioniste pour que cette doctrine soit appliquée et qui, donc, donne ses fruits. Une doctrine militaire qui, apparemment, devant l'impunité internationale, marche et fonctionne très bien, parce que de toute façon, personne n'est là pour dire à l'entité sioniste quand il faut s'arrêter, quand il faut respecter le droit international, quand il y a des limites, il faut aussi évacuer des blessés, il faut laisser, si vous voulez, une marge où les civils peuvent respirer et non pas prendre tout le monde pour cible. Qu'en pensez-vous, Monsieur Tawfiq Hamel? En tout cas, dans le cas de John Jack Rousseau, qui définit la guerre comme une relation, qui définit la guerre comme une relation entre États, mais pas entre des hommes.
Alors globalement, c'est vrai qu'actuellement l'État palestinien n'est pas reconnu, mais justement l'une des raisons pour lesquelles n'existe pas une armée palestinienne, c'est que Israël a tout fait pour justement que l'État palestinien n'existe pas. Il suffit juste de voir les déclarations des chefs d'État et responsables israéliens qui montrent souvent leur hostilité à l'existence d'un État palestinien. Et même dans le cas, en fait, même dans ce cas, elles veulent qu'un État palestinien avec une souveraineté limitée. Alors ensuite, quand on revient actuellement sur le respect d'Israël du droit international, alors si vous prenez le cas, les lois qui régissent les conflits armés, que ce soit le droit international coutumier, le droit des traités, notamment les règles de la Haye, les conventions de Genève de 1949, les protocoles additionnels interdisent formellement de viser des biens à caractère civil. Est-ce que c'est le cas actuellement dans le cadre de la doctrine militaire israélienne? C'est pas vraiment le cas. Quand on regarde dans la loi de la guerre, généralement le recours à la force intervient dans certains cas, notamment lorsqu'il y a une nécessité militaire. En plus, elle doit y avoir une certaine humanité. En plus, il y a la distinction et la proportionnalité. Ça veut dire distinguer entre civils et militaires, et que la force qui est utilisée soit de façon proportionnelle. Est-ce que vraiment c'est le cas de l'armée israélienne par rapport à ce que j'ai vu, à travers les réseaux sociaux? C'est pas vraiment le cas. Et dans l'article que j'avais publié, je me suis appuyé largement sur des chercheurs israéliens qui montrent justement au moins depuis les années 90, et ce qu'on appelle un chercheur israélien appelé une nouvelle hiérarchie de la mort. Ça veut dire que comme le public israélien devient de plus en plus sensible à des pertes israéliennes, notamment militaires, à partir de là, il y a une nouvelle hiérarchie de la mort dans le sens où l'armée israélienne cherche à préserver ses soldats en mettant le risque sur des civils palestiniens. Et ça a été dit par des chercheurs israéliens. Il suffit juste de voir la presse israélienne pour montrer à quel point le droit de la guerre n'est pas vraiment respecté par l'armée israélienne. Évidemment. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le récit. Ensuite, ce qui est véhiculé à travers les réseaux sociaux, là, c'est une autre histoire. Et certes, il y a la guerre, mais la guerre souvent est une guerre de récits. Il y a des récits qui se rivalisent, il y a des rivalités entre les deux récits. Et c'est intéressant justement de s'intéresser à cette façon dont l'armée israélienne présente ce conflit avec les Palestiniens. Oui, alors très bien. Monsieur Manuel Pouchelet, pensez-vous justement que le ciblage des civils, dont ce qui est appelé donc ces mesures punitives, aide à atteindre des objectifs militaires? Ça peut. Moi, je peux vous donner un exemple. Le conflit de 2006 au Liban, la guerre des 33 jours contre le Hezbollah. Israël est rentré en territoire libanais et a combattu au sud Liban, en pleine zone onusienne. Et ce qui a déclenché, si vous voulez, la résolution 1701 des Nations Unies, où la France a envoyé des moyens lourds pour assurer cette sécurité. Le dialogue israélien, les négociations de l'époque avec Israël étaient bien claires, si vous voulez. C'était, comment vous dire, nous nous retirons que si notre frontière nord est sécurisée par l'ONU. Et donc, il y a eu des moyens lourds qui ont été engagés. Cela dit, en ce qui concerne au Liban, on parle d'agression israélienne sur le territoire libanais en 2006, mais je vous ferai remarquer une chose, c'est que Israël, dans sa doctrine, a été obligé de revoir certaines bases fondamentales de ses capacités d'engagement face à une organisation particulièrement structurée qui était le Hezbollah. En territoire libanais, le Hezbollah a causé énormément de pertes, notamment de chars lourds israéliens, à tel point que l'armée israélienne a été obligée de revoir sa doctrine d'engagement, si vous voulez. Pour la première fois, ça a été très compliqué. Mais si vous voulez, les objectifs, tout ce que vient de me dire M. Hamel, moi je l'ai pratiqué au niveau, il fallait mesurer les frappes, il fallait mesurer, etc. Certes, cependant, le terrain commande. Et si vous voulez, ce que fait Israël, c'est la doctrine, le terrain commande. Donc si vous voulez, ça peut paraître disproportionné par rapport à notre regard, on va dire, d'observateur, mais quelque part, rien n'est dit sur certaines choses. Et c'est vrai que le chef militaire, si vous voulez, et passez-moi l'expression, sur le terrain, il vit un petit peu l'enfer du devoir.
parce que c'est très délicat. Ces hommes sont attaqués et en même temps, il faut aussi qu'ils défendent et qu'ils assurent la présence de l'État et qu'ils défendent le territoire, si vous voulez. Donc ça devient très compliqué. Maintenant, je pense qu'en ce qui concerne Israël, en ce qui concerne même d'autres pays, je pense à la France, sur d'autres territoires aussi, tenir la position est devenu quelque chose de difficile. On a vu, vous me parlez d'Israël, je vous rappelle qu'il y a bientôt 2 ans, le dôme de fer, qui est la technologie de surveillance de l'espace et antimissile, qui est principalement orienté et qui avait été labellisé pour son efficacité, a connu, si vous voulez, une saturation, preuve que finalement la doctrine n'est jamais acquise, il faut en permanence la remettre en cause. Et une armée moderne, je pense à l'armée israélienne, armée américaine, française, allemande, enfin bref, d'autres de premier rang, on va dire des armées de premier rang, il faut en permanence adapter la doctrine. Maintenant, c'est ce qu'on appelle, quand vous regardez les conflits, les militaires vous diront, notamment les Américains, ils font ce qu'on appelle les premiers enseignements, ce qu'on appelle les early lessons, donc c'est-à-dire à 30 jours, et puis ensuite les lessons learned, donc les leçons apprises de ce conflit, où justement, il y a des groupes d'échange et cela a un impact profond, si vous voulez, sur les armées et notamment l'achat de matériel, la formation du personnel, où, si vous voulez, on s'est aperçu qu'il fallait en permanence renouveler les savoir-faire du fantassin, du parachutiste, enfin bref, peu importe la discipline dans laquelle vous servez, mais force est de constater, si vous voulez, que cette guerre asymétrique, ces offensives, cette guérilla a toujours existé. Maintenant, elle a pris une autre forme puisqu'on parle de réseaux sociaux. Il y a aussi cette guerre d'influence qui ne dit pas son nom. Et puis une autre guerre qui est beaucoup plus cachée aujourd'hui, dont on ne parle pas, oui. C'est aussi l'aspect des cyberattaques, puisque la paralysie est une réalité. La paralysie, on s'attaque pas forcément à des objectifs militaires, mais on s'attaque aussi à d'autres objectifs. Regardez ce qui s'est passé en France. On a bien attaqué un hôpital chargé de faire des soins à des civils. Comme quoi, vous voyez, finalement, il n'y a pas de limite dans cette affaire de conflit. J'allais dire, pour conclure mon propos, simplement, il me reste à citer Clausewitz, la guerre s'est imposée à l'adversaire à l'exécution de notre volonté. Et finalement, il avait tout dit. Oui, vous avez cité aussi la guerre de 2006 sur le Hezbollah au Liban, qui a donc, selon vous, atteint ses objectifs, parce que de toute façon, il y a eu une résolution en faveur de la protection d'Israël avec des résolutions et des textes de loi. Mais est-ce que ce concept ou ce procédé n'a pas montré quelque part ses limites, parce que on va pas prendre comme repère l'antité-sioniste, car sur elle, rien ne peut être calculé, étant donné qu'elle jouit d'une impunité sans limite. Mais est-ce que, dans l'absolu, ce concept peut s'appliquer à toutes les nations? Est-ce que parfois la solution n'est pas que militaire, mais elle serait politique? Et on l'a vu dans les différentes frappes sur Gaza par le passé, qui n'ont donné absolument aucun résultat, si ce n'est celui de renégocier à chaque fois, Monsieur Tawfiq Hamel. Oui, effectivement. En fait, Israël se trouve dans un cycle de violence. Alors, globalement, le conflit entre Palestiniens et Israéliens, de mon point de vue, la solution ne peut être que politique. Sauf que pour arriver à une solution politique, il faut des concessions. Généralement, dès qu'un accord politique durable est celui dont aucune des parties n'est satisfaite, ça veut dire que chacun doit faire des concessions. Jusqu'à maintenant, Israël n'est pas vraiment prête à faire des concessions. Comme j'avais dit dans l'article, Israël confond la paix avec la capitulation et confond la sécurité avec la domination de ses voisins. Et ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a toujours le recours à la puissance militaire. Et quand on regarde actuellement, est-ce que vraiment Israël a atteint tous ses objectifs? Oui. De mon point de vue, c'est pas vraiment le cas. D'autant plus avec les temps, avec la diffusion de la technologie, même des groupes comme Hamas, comme Hezbollah pourraient avoir des capacités de destruction de plus en plus importantes, ce qui signifie que les conflits futurs seront beaucoup plus destructeurs qu'avant. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'Israël va continuer toujours dans cette logique de recours, de guerre cyclique, ou a-t-il intérêt justement à envisager et avoir une certaine imagination politique et envisager d'autres solutions justement où elle trouve sa place dans la région et permettre justement l'établissement d'un État palestinien?
C'est toute la question. Mais pour arriver à ce type de solution, la solution ne peut être qu'une solution politique. Après, c'est vrai, en tout cas, il y avait votre invité, Monsieur Pouchelet, qui a évoqué justement la question des cyberattaques. C'est vrai que la guerre ces derniers temps a beaucoup évolué. Quand on regarde actuellement au niveau des grandes puissances, actuellement, que ce soit dans le cas de la Chine, que ce soit dans le cas des États-Unis ou de la Russie, leur conception des guerres futures est axée sur ce qu'on appelle la confrontation de deux systèmes. Ça veut dire que vous avez deux systèmes des deux côtés, et celui qui arrive à détruire le système de l'adversaire, c'est celui qui gagne la guerre. La guerre. C'est dans ce sens, c'est-à-dire que les grandes puissances commencent à envisager justement la guerre future, sauf que dans le cas d'Israël, c'est difficile d'envisager ce type de guerre, parce qu'en face, vous avez des groupes avec des armes qui ne sont pas sophistiquées, ce qui signifie que nous avons une population civile, au fait, c'est même pas des groupes, c'est une population civile qui essaie de se défendre avec les moyens du bord. Il faut le dire, ce sont pas des groupes qui sont très armés, c'est une résistance. Et ça, c'est très important aussi, Monsieur Taoufik Ahmed. Je suis d'accord avec vous. En fait, la comparaison, il n'y a même pas à faire. Voilà, il n'y a même pas de comparaison. Oui. Il suffit juste de voir le classement de l'armée israélienne, et en face, vous avez la Palestine qui n'a même pas une armée, qui n'a même pas un État, pour se rendre compte que les Palestiniens sur le fond, il n'y a même pas une armée pour les défendre. Très bien. Merci beaucoup, monsieur.